suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Santé Plus, le magazine de Télésud consacré à la santé. Et aujourd'hui, deux nouveaux visages. Tout d'abord, à côté de moi, Christine Colmont, qui est journaliste, spécialiste des questions de santé. Et c'est elle qui va présenter notre invité du jour. Merci Bernard. Notre invité aujourd'hui est le docteur Delbano. Vous êtes médecin spécialisé en biologie clinique et également cofondateur du groupe Le Guide Santé. Donc, docteur Jean-Pascal Delbano, vous êtes également directeur de la rédaction d'un site internet qui est leguidesanté.org et il établit notamment le classement des hôpitaux et des cliniques en France. Et nous allons parler aujourd'hui avec vous de la télémédecine. Alors pendant cette pandémie du Covid-19, on l'a vu, les médecins hospitaliers, les généralistes et nous tous impatients, on a dû s'adapter, on a beaucoup utilisé la téléconsultation. Un exemple en images à la clinique des Augustines. Les lunettes connectées, il faut simplement imaginer comme si on avait mis un téléphone portable dans les lunettes. Ça nous permet donc d'établir une communication audio-vidéo avec une infirmière à distance. Donc, la grosse tubulure avec la grosse. Et la petite avec la petite. Cette partie-là que vous joignez, là, bien la protéger. Ne bougez pas, je vais prendre une photo. Bien la protéger aussi avec une compresse. Les connectiques. Bien la protéger avec une compresse, d'accord. Oui, oui. Mais vous l'enroulez même dans plusieurs compresses, il faut qu'elle reste propre, quoi. D'accord. Voilà, hein, bien protéger ça. Ça nous permet d'avoir un avis médical à distance, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'envoyer les patients en consultation. On peut directement avoir l'avis du médecin en direct et puis avoir ses conseils lors de la réflexion des pansements. Alors, j'ai l'impression qu'il y a encore un fond fibrineux, hein, c'est ça? Oui, donc il y a de la fibrine, oui. Sur la partie supérieure, il y a un orifice sur la partie inférieure. Oui. Les berges sont propres et pas macérées. Il y a un petit peu d'exsudat là, mais suite à l'écoulement. D'accord. Alors, ne bougez pas une seconde, je vais essayer de prendre une photo. Voilà, j'ai pris la photo, attendez quelques minutes qu'elle s'affiche. Voilà. Très bien. Je vous laisse démarrer le soin, comme ça je vais regarder parce que j'ai un peu de temps. Les lunettes donc vont nous permettre d'établir une connexion, une communication. Je peux prendre des photos, réaliser des vidéos, faire des marquages sur les photos que j'aurai prises et tout cela l'infirmière les voit en direct et pouvant ainsi suivre mes prescriptions et mes recommandations en direct. Vous voyez cette partie-là. Moi, je mettrai la même protection de Confil ou une pâte stomaadhésive parce qu'il faut vraiment que cette partie-là soit étanche vers l'arrêt des fesses. Oui. Vous voyez? Oui. Oui, je vois bien. On m'a apporté une solution qui me permet d'apporter l'expertise médicale au chevet du patient. Docteur Delbano, merci de nous dire exactement ce qui s'est passé là. On a compris, hein, mais entrez un peu dans les détails. Bonjour, d'abord je tenais à vous remercier de m'avoir invité, puisque le Guide Santé a une audience importante sur l'Afrique francophone, donc c'est une occasion importante pour moi d'être ici. Ce qui s'est passé, alors ça, en termes de définition, on y reviendra plus tard, mais bon, c'est de la télémédecine, ça c'est le terme générique au sens large, et la télémédecine ça comprend plusieurs temps. La téléconsultation, là c'est quand on s'adresse directement à un patient, là on a ce qu'on appelle la téléexpertise. Ça a été nommé, j'ai vu quelque part, téléassistance, mais en réalité la téléassistance c'est plus quand on prend le contrôle à distance ou qu'on aide un confrère à réaliser une intervention. Là on est dans la téléexpertise, entre la téléexpertise et la téléassistance. C'est extrêmement pratique, on voit un chirurgien qui donc, au décours de l'intervention, va assister et conseiller l'infirmière qui est au domicile du patient.
Voilà, donc ils ont utilisé, alors, il y a différents types d'objets connectés, mais là ils ont utilisé des lunettes, donc je trouvé le procédé intéressant. Et l'infirmière est au domicile du patient, munie d'un équipement important ou c'est assez... Ah non, elle a simplement juste ses lunettes, là. juste ses lunettes et un écran, voilà. Et après il faut qu'on ait une connexion Internet et c'est fini. Après le reste c'est du matériel post-opératoire, pour faire des pansements. Oui, puis docteur Delbano, elle peut être aussi dans un autre hôpital, dans un centre de soins, dans un autre... Dans un hôpital, au domicile du patient, dans convalescence, voilà. Alors la téléconsultation, c'est une technique d'avenir dans certains pays. C'est une technique d'avenir dans certains pays, c'est une technique d'actualité en France, hein. Oui. Et ça l'est aussi même en Afrique, et c'est une technique qui va se développer, et tant mieux. Jusqu'à quel niveau peut-on intervenir à distance? La téléconsultation, c'est limité. Le terme téléconsultation se limite à l'interrogatoire. Il y a des prises d'informations visuelles. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler aussi la téléconsultation augmentée à l'aide d'objets connectés ou d'objets embarqués. Un électrocardiogramme, un tensiomètre, un oxymètre. Il y a toute une liste d'objets qui sont connectés et donc qui permettent d'établir un diagnostic et de proposer un parcours de soins aux patients. Puis vous avez, alors si on va bien plus loin, maintenant on a la téléassistance où on a des objets qui sont, des matériels, comme en ophtalmologie, où vous avez une assistance complète avec un orthotiste ou un ophtalmologue qui peut être situé à 1000 km et qui va commander la machine qui va permettre d'aller vérifier votre acuité visuelle, de dépister un glaucome, de regarder votre rétine. Donc, et bien entendu, le stade ultime, ça va être la téléchirurgie. Donc la téléassistance dans le cadre d'un mode opératoire en chirurgie. Ça existe déjà. On prend à distance la commande sur des robots. Voilà. Mais je dirais que d'une manière plus générale, la téléconsultation est aujourd'hui quelque chose de très pratique pour lutter contre la désertification de certains territoires. Et pour pallier le manque de médecins et de spécialistes, notamment ça lutte contre en Afrique. La pénurie de médecins et l'isolement géographique des patients. Alors là, nous sommes à Paris, on parle de pénurie de médecins, mais pour quelqu'un qui vit à Paris, où est-elle cette pénurie de médecins? Alors, pour quelqu'un qui vit à Paris, c'est un paradoxe, mais j'ai un ami à Paris qui a du mal à trouver un médecin généraliste au mois d'août. Donc, du coup, il a téléconsulté. Donc, c'est pas un paradoxe, mais dans de grandes agglomérations, on peut se retrouver des fois, selon les périodes, dans un désert, entre guillemets, médical. Il faudra peut-être revenir sur la définition du désert médical par la suite. Mais oui, on va dire que la téléconsultation, je la vois plus comme un confort. Elle a été très utile pendant la Covid, puisque les cabinets médicaux étaient désertés, enfin, il y en avait des problèmes avec le confinement, donc elle a trouvé son intérêt. Aujourd'hui, la téléconsultation dans les grandes agglomérations, je pense, reste de l'ordre du confort, alors qu'elle reste de l'ordre de l'intérêt public, par contre, dans les zones désertifiées, dans les zones fragiles médicalement. Présentez-nous votre guidesanté.org. Alors, le guidesanté.org, c'est un site qui a été créé en 2009. Je suis associé, donc moi je suis médecin biologiste, et mon associé est médecin de santé publique. Et nous avons un comité scientifique avec différents praticiens, dont un professeur de santé publique. Donc on va se définir comme un site de santé publique privé, puisque nous avons des fonds privés. Et on existe depuis 2009 et on a été très, très connus entre 2009 et 2013 parce qu'on, pour quelques grands médias, on a été partenaire dans le cadre de classement des hôpitaux. Accessoirement, c'est parce qu'on s'est permis de faire ça, parce qu'avec mon associé, le Dr Bach, que je cite, nous avons été directeurs d'établissements de santé. Plusieurs établissements de santé privés, et j'ai été secrétaire général d'un institut de cancérologie aussi. Et le guide santé, on peut regarder en Afrique notamment, et aujourd'hui, dans tous les pays francophones. Nous avons concentré, nous sommes toujours le guide des hôpitaux bien entendu, et dans notre rubrique actualité, on a aussi des grandes enquêtes de santé publique qui ont été principalement centrées sur les délais importants en ophtalmologie et en dermatologie. Et de là, on a dérivé sur des enquêtes en France sur la problématique des déserts médicaux. Et on s'est rendu compte qu'on avait une belle audience en Afrique francophone. Je peux dire principalement par rapport à la densité de population au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et aussi au Sénégal. Et c'est grâce à une page Facebook qui est très consultée par nos amis d'Afrique francophone. Mais alors, que cherchent-ils? Une très bonne question. Je crois qu'ils se sont intéressés à nos enquêtes sur les déserts médicaux, particulièrement parce qu'on peut facilement transposer la problématique qu'on vit en France sur l'Afrique. Et puis après, sur d'autres innovations, enfin, on écrit des articles, notamment sur les innovations technologiques et thérapeutiques. En fait, vous êtes complémentaire de Doctolib?
Doctolib, c'est pas un site, c'est un service de prise de rendez-vous en ligne. Voilà. Oui. On va dire ils font leur vie, on fait la nôtre. Nous, on est un média, hein, j'allais dire. Et on est en train, dans notre groupe, parce que le guide santé, c'est la partie média, on développe des applications, donc de téléconsultation, etc. Et on est maintenant en train de développer un service, donc j'en parle un peu en première, avec des partenaires, dont un partenaire très connu en France dans le monde de l'ophtalmologie qui s'appelle Nidec, qui sont une société avec laquelle on est en train de contracter pour permettre d'offrir des solutions légères de téléophtalmologie dans les déserts médicaux et aussi en Afrique. Je vous propose peut-être qu'on voit notre deuxième vidéo où effectivement on explique comment cet examen se fait à distance, enfin pas à distance puisque la machine est en face, mais la machine est mais avec le patient, un ophtalmologue, mais l'ophtalmologue à ou distance. l'orthoptiste se trouve à distance. Voilà. Avant de voir l'ophtalmologiste, vous allez réaliser un test de lecture automatisé. Suivez les indications sur la tablette. Placez-vous correctement devant l'appareil avec vos mains sur le joystick et le bouton. Vous allez voir afficher des lettres E dans 4 orientations différentes. Donnez la bonne orientation des barres du E à l'aide du joystick. Quelquefois et volontairement, votre vue sera brouillée et vous ne pourrez pas correctement deviner l'orientation du E. Appuyez simplement sur le bouton et votre vue s'éclaircira peu à peu. Vous verrez aussi un nuage de points. Cherchez la position où les points vous semblent le plus nets. Testez les différentes positions en montant ou abaissant le joystick. Une fois l'une des meilleures positions retrouvée, validez votre choix en appuyant sur le bouton. À la fin du test de lecture, vous pourrez retourner en salle d'attente pour poursuivre la consultation. Donc, docteur D'Albano, ce type de solution peut être effectivement une des solutions lorsqu'il y a peu d'ophtalmologues ou de spécialistes en général, parce que ce n'est pas les seuls qui manquent. Donc en Afrique, il y a très peu de spécialistes et même, il n'y a même pas beaucoup de médecins généralistes. C'est quoi les chiffres ? Alors, à ma connaissance, les chiffres sont de 1 médecin pour 10 000 habitants et de 10 lits d'hospitalisation pour 10 000 habitants. Vous parlez de l'Afrique en général ou francophone Je parle d'Afrique francophone, enfin subsaharienne. Subsaharienne. Oui, il faut préciser. Mais et l'OMS préconise 7 médecins pour 10 000 habitants et 30 lits pour 10 000 habitants. Donc on a un problème de pénurie de médecins et d'infrastructures hospitalières. Vous allez me dire, les deux sont liés. Si vous avez des lits sans médecins ou des médecins qui n'ont pas de lit à l'hôpital, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc il y a des différences aussi, je suppose, en milieu rural et en ville. À l'instar de ce qu'on a pu rencontrer dans nos enquêtes en France, on a une véritable inégalité d'accès aux soins du fait de la territorialité. Et donc, il y a une inégalité entre les grandes agglomérations et le monde rural. Et en Afrique, c'est amplifié. Puisqu'en Afrique, on a même une inégalité entre la capitale, les métropoles et le monde rural. Voilà. Et quand je parle d'inégalité... Ça s'explique par un manque de moyens ou par aussi peut-être le peu d'appétence des étudiants pour faire des études de médecine ou... Quelles sont les raisons ? Je pense qu'il y a la vraie raison principale. Et effectivement, déjà, il y a une pénurie de médecins parce qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes qui vont se former dans les universités. Comme en France, on se plaint toujours du manque de médecins. Ce n'est pas uniquement dû à ça. Il peut y avoir un problème de démographie médicale avec des médecins qui vieillissent, qui ne sont pas remplacés. Mais il y a aussi un problème d'attractivité. Et se concentre dans les agglomérations la plupart des ressources. C'est ce que nous vivons actuellement en France aussi. Donc je vous dis, c'est tout à fait transposable. À part qu'en Afrique, ça prend des proportions un petit peu plus importantes. Mais c'est une trop forte concentration des infrastructures et des médecins du fait de l'attractivité, ça peut se comprendre, des métropoles et grandes agglomérations. Mais d'un autre côté, la médecine devient de plus en plus complexe avec tous ces matériels qu'il faut avoir et on ne peut pas envisager dans des endroits un peu éloignés des métropoles d'avoir partout ce genre d'équipement. Donc c'est là qu'intervient votre télémédecine. Vous avez entièrement raison. Il y a des infrastructures lourdes qui doivent rester quand même dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, dans les hôpitaux, parce qu'on ne va pas consulter tous les jours pour une pathologie lourde. Par contre, ce qui est dommage, c'est que 80% des pathologies peuvent être dépistées, et dépistées à temps,
ce qui évite une perte de chance pour le patient. Et je le répète, que ce soit en Afrique ou dans un désert médical en France, la télémédecine a tout son intérêt, puisqu'elle va permettre de dépister. Et en cas de pathologie dépistée, diagnostiquée, à ce moment-là, on va pouvoir faire des investigations ou des traitements plus lourds dans un hôpital. Et là, ça aura du sens de se déplacer, de faire 200 ou 300 km. Mais c'est quand même dommage que dans des déserts médicaux, on puisse passer à côté de pathologies et on va les diagnostiquer qu'au stade où elles vont être très lourdes, où on va directement partir à l'hôpital. Donc il y a aussi un problème d'économie de la santé qui est lié à ce déficit de consultation et donc de téléconsultation dans les déserts médicaux. Et l'intérêt aussi, dans des zones rurales où il y a parfois aussi des personnes âgées, c'est qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un médecin, on peut avoir même une infirmière ou quelqu'un qui aide, et les personnes font elles-mêmes leurs examens. Et après, il y a une téléconsultation avec un médecin qui prescrit ou qui envoie effectivement, comme vous le disiez, vers les centres hospitaliers. Nous, c'est ce qu'on préconise. Au guide santé, donc dans le service qu'on est en train de développer. J'ai cité Nidec, qui est un partenaire pour l'ophtalmologie. On a d'autres partenaires sur la télémédecine générale, qui comprend la petite cardiologie de ville, la dermatologie de ville, la pédiatrie de ville. Ce n'est pas la peine d'aller voir un spécialiste et de se déplacer pour 80 ou 90% des pathologies que j'ai citées dans ces spécialités. Et là, vous l'avez dit, la solution que nous préconisons et qui a du sens, c'est la mobilité et d'envoyer des infirmières, pas spécialement des infirmières de pratique avancée, mais des infirmières, dans le monde rural en particulier. Elles vont au domicile du patient avec leur petite valise et les objets connectés. Il suffit qu'elles aient un smartphone ou une petite tablette numérique et elles recueillent des données. Les données sont envoyées directement dans le dossier médical du patient. Et si nécessaire, il y aura une consultation en temps réel avec un médecin. Si on va diagnostiquer quelque chose, elles peuvent simplement faire ça dans le cadre d'un suivi. S'il y a besoin d'un diagnostic, une fois qu'elles ont fait le recueil de données, on peut tout envisager. On peut mettre un dermatoscope pour des lésions cutanées, un otoscope dans l'oreille, faire un électrocardiogramme, prendre la pression artérielle, mesurer l'oxygène, mesurer la température. Une fois que toutes ces données ont été recueillies, elles sont envoyées en temps réel et le médecin peut se connecter et faire sa téléconsultation. Et alors, qui organise la mise en place en France de la télémédecine? Est-ce que c'est chacun dans son coin? Est-ce que le gouvernement a un programme? C'est aussi une excellente question. Je vous remercie de la poser. Donc en fait, la télémédecine, tout le monde en parle, mais tout le monde n'en fait pas. C'est très complexe. Et en fait, c'est organisé sur le plan empirique et on a une volonté, on va dire, politique. Mais après, sur le plan pratique, il y a quand même très peu de solutions qui sont mises en place aujourd'hui. Je pense qu'on est encore au stade un petit peu expérimental, puisque j'entends parler d'expérimentation en ophtalmologie par-ci par-là. Il faut parler aussi de financement. L'assurance maladie, c'est encore frais pour elle, donc elle a un petit peu de difficulté à financer ça. C'est cher. Ben non, puisque c'est le tarif de la consultation normale, mais oui, ça s'est développé pendant la Covid. Qui achète le matériel? Voilà, ça c'est une excellente question. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que souvent, ce sont les conseils départementaux, conseillers généraux qui financent des matériels qui sont assez onéreux, et après c'est l'assurance maladie qui va payer la consultation au tarif normal. Mais même là, il faut faire des expérimentations, parce que si vous partez dans le monde de la spécialité, je parle de l'ophtalmologie, on est au stade de l'expérimentation. Donc on en parle beaucoup, mais ce n'est pas vraiment développé, et c'est dommage, parce que c'est le meilleur moyen aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la seule solution, mais c'est une des solutions qui permet de lutter contre les déserts médicaux en France, en Afrique et partout dans le monde, si on a bien cherché. Et pour réduire les coûts, on peut peut-être imaginer aussi d'utiliser le smartphone, notamment dans certaines régions, parce que ce coût de la téléconsultation peut être élevé, soit dans certains endroits, soit dans certains pays. Donc après, il peut y avoir effectivement, vous parliez tout à l'heure d'envoyer les données sécurisées via les infirmières, mais ça peut être aussi un contrôle avec des applications, vers un centre de soins. Enfin, il peut y avoir la solution la plus light, je dirais, de téléconsultation de premier niveau, effectivement, comme vous le dites, c'est la visio via un smartphone. C'est la téléconsultation de base, et un smartphone, ça permet de recueillir d'informations visuelles. Je parlais de la dermatologie, les smartphones aujourd'hui sont tous pratiquement en haute définition. On peut prendre la photo d'une lésion cutanée et l'envoyer au médecin, et ça évite de passer à côté de quelque chose de plus grave. Et s'il y a un doute, on se dit, là il faut que je vienne vous voir, il faut que vous veniez parce qu'on va faire un prélèvement de peau. Voilà. Donc le smartphone, équipé d'une bonne application sécurisée, parce qu'il faut penser qu'on est dans le cadre de données de santé, évidemment, c'est le premier niveau de la téléconsultation. Et c'est assez économique, finalement. Et alors, quel est l'exemple le plus frappant du désert médical en France?
Je ne voudrais pas citer de communes, mais dans les exemples frappants, vous avez le vrai problème qu'on a rencontré aujourd'hui. Il y a le désert médical pur où, quand on fait la cartographie, on s'aperçoit qu'on n'a pas de médecin à moins de 50 km. Donc, la diagonale du vide, quelques départements oubliés comme la Lozère, la Corrèze, la Haute-Vienne, la Dordogne, on a quand même des difficultés. La Corse aussi, ou ces difficultés d'accès? Selon la difficulté d'accès, donc il y a l'attractivité du département, les difficultés d'accès dans les zones montagneuses, certaines zones rurales évidemment, et donc effectivement, et puis en plus, le désert médical souvent est couplé au désert numérique, donc on a difficulté à avoir des professionnels de santé, le médecin, les sages-femmes, on trouve toujours des infirmières, c'est une bonne chose, et il y a toujours un pharmacien quelque part. Quelque chose à garder à l'esprit. Et après, vous avez le désert numérique qui existe aujourd'hui en France. Donc les zones blanches dans la diagonale du vide, c'est la totale. Merci Orange, oui. Voilà. Mais donc, vous avez parlé de pharmacie. Par exemple, un pharmacien pourrait-il installer dans sa pharmacie une cabine spéciale pour la télémédecine? De ce que j'en sais, on l'autoriserait? Parce que vous savez qu'il y a toujours des... Alors là, aussi pareil, dans le cadre d'expérimentation et selon la commune et le pouvoir politique du département, il y a donc des pharmacies qui ont installé des cabines de télémédecine. Bon, ça nécessite quand même un investissement lourd, d'avoir de la place et d'avoir aussi un personnel à disposition qui permet de faire le placement. Donc, à mon sens, dans le cadre de la médecine générale, c'est peut-être un petit peu... Enfin, c'est quand même un investissement. Juste pour ça nous, on travaille plus dans notre esprit dans le cadre de solutions mobiles, avec une petite mallette où vous avez vos objets et l'infirmière qui va à la rencontre des patients. Et installer des stations de télémédecine dans des communes, ça peut être à la pharmacie, ça peut être à la mairie, ça se passe déjà. Dans le centre communal d'action sociale, on installe à ce moment-là une station. Je le verrais plus dans des spécialités, ça pourrait être une station de radiologie, de téléradiologie, de télécardiologie, de téléophtalmologie, comme on a vu à l'instant. Là, parce qu'on est, on est déjà dans une spécialité. Mais pour la médecine générale, je pense que la mobilité reste aujourd'hui une solution économique, rapide, facile à mettre en place. C'est notre position. Parce qu'on a vu, on parlait des pharmacies, dans certains endroits en France, il y a il y a les infirmières qui vont chez les patients, mais il y a un seul professionnel de santé, premier recours, qui est le pharmacien. Oui. Le pharmacien fait tout. Vous avez entièrement raison. On l'a vu dans notre étude sur les déserts médicaux à laquelle vous avez contribué. On avait les 3 premiers niveaux d'accès aux soins primaires, qui sont le pharmacien, le service d'urgence et le médecin généraliste. Et on s'est retrouvé dans 2 zones où il n'y avait plus que le pharmacien. Elles sont rares quand même. Il y a toujours au moins un pharmacien, un médecin, ou un pharmacien, un service d'urgence. Mais le médecin, malheureusement, est rapidement saturé, puisqu'il n'arrive pas à offrir plus de 2 consultations et demie par habitant et par an. Mais alors, pour parler de l'Afrique, c'est multiplier les difficultés par 10 ou par 100 pour installer... On va dire par 10, entre 10 et 100. Oui. Voilà. Donc, et les solutions? Y a-t-il des solutions? La solution, c'est, à mon avis, aujourd'hui, la solution, c'est la télémédecine. Et c'est en particulier la téléconsultation augmentée, c'est-à-dire... Pour moi, pour mon groupe, pour mes amis, pour notre comité, la téléconsultation qui se limite à une visio avec un interrogatoire d'un patient, je trouve que c'est un petit peu léger quand même, parce que quand on est à des grandes distances, il faut aller plus loin. Donc il faut faire du recueil de données, dont j'ai parlé tout à l'heure, et pour ça qu'une mallette ou des petits objets connectés, ça permet de recueillir 10 voire 12 paramètres. C'est pas rien. Et là, vous faites pratiquement l'examen physique qui se passe au cabinet du médecin, c'est l'interrogatoire, l'inspection, il vous voit, il prend l'information visuelle, donc l'inspection, et c'est aussi l'auscultation. Donc vous avez des stéthoscopes connectés aujourd'hui. Donc c'est quand même fabuleux d'avoir tous ces outils qui ne sont pas très onéreux et qui arrivent à recueillir énormément de données qui permettent de faire un diagnostic. Et qui demandent un débit suffisant, 4G ou 5G? Je pense que 3G. De ce que j'ai vu, on peut même travailler sur la 3G. Oui, donc ça en Afrique ce serait une solution parce que nombreuses sont les personnes qui ont des smartphones, comme on dit. Tout à fait. Et le réseau est quand même présent, je ne dirais pas partout, mais quand même assez présent. Alors en Afrique, il y a un paradoxe par rapport à la France, c'est que le smartphone est beaucoup plus développé que l'Internet, et c'est une bonne chose d'ailleurs. Je crois qu'il y a des taux de pénétration qui sont presque de 100% en Afrique francophone, un taux de croissance de 6% par an, j'ai vu ça sur une statistique de la GSM Association, donc c'est plutôt une très bonne chose. C'est pour ça que je pense qu'en Afrique, la solution passe par la mobilité, le smartphone, plus que par installer peut-être des unités ou des stations de télémédecine.
Donc on peut effectivement peut-être en avoir une et les smartphones serviront à l'alimenter. Enfin, je veux dire, en avoir une dans un centre où il y a On a un plus centre, de... on va dire, avancé, donc Voilà. on n'est pas dans une métropole, on est dans une plus petite ville. On met un centre de consultation avancé avec une station de télémédecine et on a des infirmières déployées et qui peuvent travailler avec le smartphone, l'application et leur petite mallette avec l'objet connecté. Ça existe déjà, hein, ça commence à se développer en Afrique. Hein, ça commence. Ce qu'il faut, c'est l'amplifier. Exactement, c'est une bonne perspective d'avenir. Merci beaucoup, Dr Delbano, d'avoir Merci à accepté notre invitation. Et merci beaucoup à Christine Colmont d'avoir participé, d'avoir présenté avec moi pour la première fois cette émission. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.